Le G5 Sahel, inquiet des conflits intercommunautaires qui mettent à mal la quiétude de ses États membres. Le secrétaire général de l'organisation est allé discuter de la question avec le président du Faso, président en exercice du G5 Sahel. Il est question d'engager des actions à même d'éradiquer le phénomène. Marche sur le premier ministère au deuxième et dernier jour de sit-in du Sinatic. Le syndicat autonome des travailleurs de la communication et de la culture est déterminé. Les médias publics doivent devenir des sociétés d'État et le gouvernement doit vite s'exécuter. Bonsoir mesdames, messieurs, soyez les bienvenus. Les nouvelles du palais présidentiel pour commencer. Deux personnalités reçues en audience cet après-midi par le chef de l'État, la vice-présidente du Millennium Challenge Corporation et le secrétaire permanent du G5 Sahel. Au menu des échanges respectivement, le financement d'un nouveau compact pour le Burkina Faso et la question des conflits intercommunautaires qui minent la région G5 Sahel. On fait le point avec Rémi Lambert-Nibier. Les nouvelles sont bonnes en matière de financement et intention de soutien au G5 Sahel, a annoncé le secrétaire permanent de ce regroupement sous-régional au président en exercice. Des pays africains comme le Rwanda ont manifesté leur intention de soutenir le G5 Sahel, mais aussi des pays hors du continent. Selon Maman Sambo Sidoukou, la Turquie est passée de l'annonce à l'acte en transférant environ 3 milliards de francs CFA pour l'opération conjointe. La Chine également serait en train d'emboîter le pas. Avec le président du Faso, le secrétaire permanent du G5 Sahel a aussi abordé la question des conflits communautaires, sujet sur lequel il a reçu des instructions du président en exercice, Rochma Christian Kaboré. Il faut que nous nous mettions, que nous apportions une réponse régionale à nos problèmes, que ce soit les conflits intercommunautaires, où il faut de façon rapide associer, appliquer toutes les couches. Je pense à nos chefs traditionnels, je pense à notre jeunesse, je pense à nos chefs religieux traditionnels, je dis, mais de tous les 5 pays. Il faut que nous réfléchissions ensemble. Aujourd'hui, avant-hier c'était au Mali, avant ça c'était au Burkina, au Niger. Le problème est commun. Nous avons beau avoir le soutien de nos partenaires, c'est une affaire, c'est notre affaire. Il faut que rapidement que nous mettions ensemble pour réfléchir et que nous embarquions, que nous impliquions, que nous prenions l'avis de nos populations pour cela. Ça n'a pas été suffisamment fait, à mon avis. Et donc il faut, le président en parler aussi tout de suite, et nous avons des instructions dans ce cadre-là. Le Burkina Faso prépare activement la mise en œuvre de son deuxième compact sur le plan national. Le pays devra aussi bénéficier d'investissements sous-régionaux entrant dans le cadre du compact sous-régional. La vice-présidente du Millennium Challenge Corporation présente au Burkina Faso pour élaborer un projet dans le domaine de l'énergie avec le Ghana, s'est entretenu avec le président du Faso. On est ici pour explorer et développer un système de transport et distribution de l'électricité et aussi pour travailler avec les institutions, c'est-à-dire le SONABEL et ARSE et le ministère de l'Énergie pour vraiment renforcer et booster la capacité du secteur de l'énergie. Selon la vice-présidente du MCC, le projet devra aboutir à une ligne de transport d'électricité entre Bolgatenga au Ghana et Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Un peu plus tôt dans la matinée, ce sont les membres du gouvernement qui se sont réunis autour du chef de l'État à Kosiam. Le Conseil des ministres, en sa séance de ce jeudi 13 juin, a évoqué plusieurs sujets, dont l'acquisition de 300 ambulances au profit des communes du Burkina Faso. Arsène Konditamde pour le compte-rendu. Bientôt, l'ensemble des communes du Burkina Faso auront des ambulances. C'est l'un des points forts du Conseil des ministres hebdomadaire tenu ce 13 juin. Le Conseil a marqué son accord pour la conclusion du marché relatif à l'acquisition de 300 ambulances équipées, 262 de type A, 30 de type B et 8 de type C. Le coût de cette opération est estimé à un peu plus de 14 milliards de francs CFA. Ces acquisitions d'ambulances devraient permettre de doter l'ensemble des communes du Burkina en ambulances équipées pour le transport des malades, mais aussi les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso d'ambulances du type SAMU. Il s'agit là véritablement d'un investissement en phase avec les engagements du président du Faso
qui a pour objectif de renforcer le dispositif d'évacuation des malades vers les centres sanitaires appropriés. Au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, le Conseil a adopté une ordonnance portant ratification d'une convention conclue entre le Burkina Faso et l'Agence française de développement. Cette ordonnance porte sur le financement du projet régional d'interconnexion électrique pour un montant d'environ 20 milliards de francs CFA. Ce projet s'inscrit dans le cadre du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain. Ces réalisations devront permettre à notre pays d'accroître l'offre d'énergie à travers l'importation de 150 MW dès 2022 et de connecter au réseau Sonabel environ 100 000 habitants de 150 localités. Instruction a été donnée au ministre en charge de l'Éducation nationale de tout mettre en œuvre pour la réussite du projet de formation des enseignants et conseillers pédagogiques. Un projet qui devrait à son terme mettre à la disposition des structures de l'enseignement et la formation technique et professionnelle plus de 200 enseignants. Le Conseil a donc instruit le ministre de l'Éducation nationale, de la promotion des langues nationales, ainsi que le ministre des Finances et du Développement, à mettre tout en œuvre en collaboration avec les partenaires techniques et financiers que sont les coopérations autrichiennes et luxembourgeoises pour la réussite du projet qui devrait permettre en 2021 de doter les établissements d'enseignement et de formation technique et professionnelle de 264 enseignants et encadreurs pédagogiques dans 36 filières de formation. Le Conseil a également adopté un rapport relatif au bilan de la mise en œuvre du plan d'action contre l'apatridie au Burkina Faso, portant sur la période 2017-2024. Le mouvement d'humeur des travailleurs des médias publics n'a pas été évoqué en Conseil des ministres. Pourtant, en sit-in depuis hier, le Synatic ne cesse d'interpeller le gouvernement sur ses revendications. Au deuxième et dernier jour de ce sit-in, le syndicat autonome des travailleurs de la communication et de la culture a marché sur le Premier ministère, plus que jamais déterminé pour que le passage des médias publics à des sociétés d'État soit une réalité. Alexis Belemnaba, Abdourazak Traoré. Jean-Eudes Bayala, technicien à la RTB Télé, ne sait pas que manier la caméra. Ce matin, dans la rue, il se découvre un autre talent avec le sifflet à la bouche. Hier, ils étaient en sit-in. Aujourd'hui, ils marchent sur la primature. Les travailleurs de la RTB des éditions Sud-Ouest achèvent leur mouvement d'humeur avec cette marche d'interpellation. Alors, c'est un texte qui dure. Les études ont été menées et nous ne demandons que l'application effective. Et c'est pour cela que nous sommes dans la rue à la faveur d'une marche républicaine dans les règles de l'art pour interpeller le gouvernement. Au Premier ministère, le Synatic, le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture, a remis un message à l'intention du chef du gouvernement. Dans le message que nous avons adressé à son Excellence, Monsieur le Premier chef du gouvernement, le premier point c'est la mise en œuvre diligente, sans condition, du passage de la RTB des éditions Sud-Ouest à la société d'État, conformément aux recommandations faites par la commission interministérielle, c'est-à-dire avec l'ensemble du personnel et avec l'accompagnement de l'État. Deuxièmement, c'est la dotation en équipement conséquent des éditions Sud-Ouest et de la RTB pour que ces médias puissent jouer leur mission de service public, leur mission première qui est d'informer, d'éduquer et de distraire les populations. Troisième point, qui est un des articles de la loi sur la société d'État, c'est-à-dire que la taxe pour le développement des activités audiovisuelles de l'État qui est perçue par le Trésor et qui monte à des milliards par an, doit être reversée aux médias audiovisuels publics. Voilà. Donc, si la loi est mise en œuvre, tous ces avantages vont permettre des ressources pour les médias publics de pouvoir mieux fonctionner. Pour le Synatic, en cas d'absence de réaction du gouvernement, la réaction sera immédiate et sans embâche. Une grève prolongée est envisagée pour contraindre l'exécutif à mettre en œuvre le protocole d'accord signé.
terminé pour le Forum national sur la réduction des risques de catastrophe au Burkina Faso. Du 11 au 13 juin, les acteurs du domaine ont pu aboutir à des conclusions qui devraient permettre l'adoption d'une stratégie nationale adaptée à la gestion des risques de catastrophe dans le pays. Même si on enregistre une baisse des risques ces dernières années, il n'est pas question de baisser les bras selon les experts. Sandrine Zoukoui. La réduction des risques de catastrophe est en train de devenir une réalité au Burkina Faso, selon une analyse du CONASUR, Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation. De 99 186 personnes sinistrées en fin 2016, les statistiques du SP CONASUR 5 250 sinistrés en 2017. Et quand on fait le point, des 3 dernières années, on note une légère amélioration des statistiques. Les 3 dernières années, nous avons eu environ 140 000 personnes qui ont été touchées, affectées par ces catastrophes-là. Et nous avons même enregistré 31 personnes décédées. Donc vous voyez que c'est très important, et surtout ces temps où nous avons aussi les personnes déplacées internes qui avoisinent fin avril le nombre de 170 000 personnes environ. Oui, bon, pour la gestion des risques, nous avons ce qu'on appelle le plan multi-risque national. C'est un plan qui permet de faire une analyse approfondie des risques, prioriser et également de voir quels sont leurs impacts possibles avec un regard dans le rétroviseur, c'est-à-dire une analyse rétrospective. Et également de voir quelles sont les mesures qu'il faut prendre face à la survenue de ces catastrophes-là. Quel est le mécanisme de coordination, surtout, qu'il faut mettre en place pour assurer une meilleure gestion de ces risques et une réponse efficace face aux différentes catastrophes qui vont survenir. Des réflexions sont en cours pour intensifier les actions d'assainissement dans les zones à risque. Et pour réduire les risques de catastrophe, il y a déjà le curage des caniveaux, l'aménagement de la voirie qui prévoit de nos jours la construction de caniveaux également. Mais en dehors de ça, il faut noter qu'en 2018, la commune a adopté son plan de contingence pour la réduction des risques de catastrophe. Et toutes les orientations sont dans ce plan. Nous sommes en train de mettre les instances en place pour la réduction des catastrophes. La baisse de ces chiffres traduit l'engagement des acteurs à trouver des solutions, mais des défis importants restent toujours à relever, surtout sur le plan institutionnel et législatif, car l'application des textes relatifs à la réduction des risques de catastrophes tarde toujours. Les acteurs œuvrant dans la gestion des catastrophes souhaitent également le renforcement de leurs compétences. Il n'y a pas que les catastrophes naturelles qui impactent négativement la société. Il y a aussi les attaques terroristes et autres actes d'insécurité qui empêchent des partenaires techniques de promouvoir les droits humains au Burkina Faso. Parmi eux, les acteurs du programme d'appui à la société civile qui se sont heurtés à des situations d'insécurité. Le point a été fait au cours d'une rencontre. Sandrine Zougouri. Dans cette salle, une vingtaine d'acteurs engagés dans la promotion, la défense et la protection des droits humains. Depuis 3 ans, ils ont multiplié les actions sur le terrain. Mais le bilan de la période 2017-2018 reste peu satisfaisant. La situation sécuritaire serait un frein dans la mise en œuvre des activités. Et vous savez que les acteurs de la société civile travaillent sur le terrain avec les populations et au quotidien, ils ne peuvent pas se déployer comme il se doit. Parce que tout simplement, ça et là, les populations avec lesquelles elles doivent discuter ne sont pas à l'aise. Il y a des soucis sécuritaires et cette sécurité n'est pas que physique, elle est aussi psychologique. De ce point de vue-là, nous savons que la mise en œuvre du programme souffre un peu de cette contrainte sécuritaire-là. Mais de notre point de vue, en lisant tous les rapports que nous avons reçus des partenaires de mise en œuvre, nous nous disons que malgré les contraintes sécuritaires, malgré les difficultés, nous avançons dans une perspective où les droits humains et la stabilité constituent une préoccupation non seulement du gouvernement du Burkina Faso, mais aussi des acteurs de la société civile du Burkina. La promotion des droits humains nécessite de l'État et des acteurs concernés un réel engagement. Et l'ambassade danoise envisage accompagner à la fin du projet les organisations de la société civile qui vont se démarquer par des résultats probants. C'est important que les acteurs puissent dialoguer, puissent discuter et de revoir
comment, dans ce contexte difficile, ces organisations peuvent continuer à mettre en œuvre les activités et surtout à insister sur les leviers que sont le respect des droits humains afin de promouvoir la confiance qu'il y a entre la confiance qui doit exister entre les forces de défense et de sécurité et les populations pour pouvoir collaborer et venir à bout de cette insécurité. Le programme d'appui à la société civile couvre la période 2016-2020. Il est soutenu par le Danemark à hauteur de 8 milliards de francs CFA et piloté par l'ONG Oxfam. Cette rencontre annuelle thématique de l'engagement de développement 3, droits humains et de la stabilité, s'inscrit dans un but d'amélioration des efforts fournis par les organisations de la société civile en vue de renforcer la qualité des interventions dans les zones menacées par l'insécurité. L'UNPCB prend à contre-pied les cotonculteurs qui veulent boycotter la campagne cotonnière 2019-2020. L'Union nationale des producteurs de coton du Burkina, face à la presse à Bobo Dioulasso, réaffirme son soutien aux actions du gouvernement dans le domaine. Les producteurs sont donc appelés à s'investir dans la culture de l'or blanc. La correspondance de Soto, Justin Dabiri. Après l'atelier sur la relance cotonnière à Ouagadougou, les sorties d'information et de sensibilisation du comité de haut niveau de suivi de la relance de la production cotonnière, c'est au tour de l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina, UNPCB, de se mettre au devant de la scène médiatique pour informer l'ensemble des producteurs de coton du Burkina et l'opinion publique sur les mesures d'accompagnement prises par le gouvernement pour la relance effective de la filière coton. Le gouvernement a examiné et adopté en Conseil des ministres du 3 avril 2019 une réduction du prix de cession des intrants et des insecticides grâce à une subvention de 13 milliards 621 millions de francs CFA. L'augmentation du prix d'achat plancher du coton graine à 265 francs CFA. Le gouvernement a octroyé une subvention de 11 milliards 331 millions 109 008 francs CFA en vue d'appuyer les impayés internes des producteurs. Durant les tournées du comité de haut niveau, les cotonculteurs ont posé plusieurs difficultés. Parmi ces difficultés figure en bonne place la qualité des intrants. Concernant la semence, ils ont fait des prélèvements un peu partout dans les 3 sociétés cotonnières pour voir exactement la question de la semence, ce qui se passe. Suite à ces prélèvements, il y a eu des résultats qui ont été publiés. Ils ont trouvé en tout cas que la semence était bonne. Il s'agit des pathologies qui existent. Ça peut être au niveau des sols, ça peut être aussi au niveau de la semence. Et qu'en traitant avec les calcium, ça pouvait vraiment résoudre le problème. Le 28 mai dernier, les paysans militants de l'Organisation démocratique de la jeunesse du Burkina Faso, ODJ, ont fait une sortie médiatique au cours de laquelle ils ont dénoncé la crise liée à la mauvaise qualité des intrants de la campagne 2017-2018. Pour la campagne 2019-2020, les cotonculteurs de l'ODJ ont laissé entendre que tant que cette crise n'est pas résolue, ils boycotteront de façon générale la culture du coton. L'UNPCB et ses démembrements ne se reconnaissent pas dans cette déclaration. Tu ne peux pas réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Donc, pour nous, en tout cas, la question d'OJ ne nous préoccupe pas. Nous, l'essentiel ici, c'est de donner l'information à l'ensemble de nos producteurs des mesures prises par le gouvernement qui peuvent vraiment motiver les producteurs à produire. L'UNPCB s'engage à cultiver le coton cette année au prix de 265 francs le kilogramme, un prix, dit-elle, motivant pour atteindre la production de 800 000 tonnes de coton prévue pour la campagne cotonnière 2019-2020, afin que le Burkina Faso reprenne à sa place de leader de producteurs de coton en Afrique. La Direction générale des impôts poursuit dans sa dynamique d'élargissement de l'assiette fiscale au Burkina Faso. Après Ouagadougou, la DGI a déposé ses valises à Bobo Dioulasso. Dans la capitale économique burkinabé, la nouvelle plateforme numérique e-Syntax a été expliquée aux contribuables de la région des Hauts-Bassins. Marie-Adeline Ebié, Soto, Justin Dabiré. Les contribuables de la ville de Sia peuvent désormais demander la délivrance des attestations de situation fiscale
de certificats de chiffre d'affaires et aussi payer leurs impôts et taxes à travers les téléphones mobiles et dans les guichets de banque. Ce sont en outre les nouvelles fonctionnalités proposées par la Direction générale des impôts sur sa plateforme e-Syntax. Au cours de la cérémonie de lancement, les contribuables de la ville de Bobo-Dioulasso ont pu découvrir ces nouvelles fonctionnalités à travers une brève présentation. Tout ce qui est service qui causait en fait des goulots d'étranglement au sein de l'administration, aujourd'hui ce sont des situations qui sont réglées. Déjà les problèmes de réseau. Les contribuables n'ont plus l'obligation de se déplacer au niveau de l'administration des impôts pour procéder à leur déclaration, pour procéder au paiement des impôts et pour bénéficier d'autres services comme les attestations de retenue à la source, les attestations de situation fiscale. Déjà, la déclaration et le paiement en eux-mêmes constituent déjà des problèmes à cause des questions de réseau. Cette réplique du lancement des nouvelles fonctionnalités de e-Syntax à Bobo-Dioulasso sera suivie d'une série de formations à l'exploitation efficace du dit portail au profit des contribuables relevant de la direction des moyennes entreprises et des grandes entreprises de la région des Hauts-Bassins. Les entreprises envoient leurs cadres, nous les formons donc sur le système et nous les formons sur les fonctionnalités en fait de la plateforme. C'est pour une utilisation efficace. Donc, l'outil leur est destiné. Bon, si vous ne maîtrisez pas cet outil-là, bon, évidemment, ça va être difficile. Donc, c'est du devoir, en tout cas, de l'administration des impôts, et non seulement de porter l'information, mais aussi de montrer aux entreprises comment utiliser cette plateforme et de bénéficier, en tout cas, efficacement des services qui y sont offerts. Lancé en avril 2018 par la Direction générale des impôts en vue de la modernisation de ces services à travers la digitalisation des procédures fiscales, le e-Syntax est un portail qui permet aux contribuables de télédéclarer et payer leurs impôts en ligne et d'échanger avec l'administration fiscale de manière dématérialisée sans avoir à se rendre dans un centre d'impôt. La plateforme est en développement toujours et nous souhaitons que les entreprises elles-mêmes participent à ce développement-là en exprimant au fil du temps leurs besoins que l'administration va pouvoir prendre en charge. e-Syntax est considéré aujourd'hui comme la vitrine du service aux contribuables burkinabés. Depuis son lancement, plus de 1100 contribuables réalisent leurs télédéclarations et télépaiements tous les mois sur e-Syntax. Plus de 20 000 télédéclarations ont été effectuées pour un montant total de plus de 318 milliards de francs CFA. Ce sont également plus de 3 200 ordres de paiement qui ont été donnés et plus de 44 000 attestations de retenue à la source générées automatiquement à partir du portail e-Syntax. Et pour finir, la première session 2019 du comité de revue du programme budgétaire infrastructure routière. Elle s'est tenue ce mardi à Ouagadougou avec pour objectif de faire le point sur les analyses précédentes et de définir de nouvelles actions. Alexis Belem-Naba, Renaud Kweta. Faire des analyses approfondies de la mise en œuvre du programme budgétaire 2018, déceler les orientations pertinentes pour l'amélioration continue de la gestion des projets et programmes, c'est l'objet de cette première session ordinaire de l'année 2019 du comité de revue budgétaire programme infrastructure routière. Un programme né du passage du budget objet au budget programme. Cette session sera aussi consacrée à l'examen et à l'adoption des programmes d'activité et du budget exercice 2019 des différents projets. Notre but, le but de la session, c'est d'analyser les résultats que nous aurons effectivement à faire, de déceler les goulots d'étranglement et de proposer des pistes d'orientation pour que le travail puisse aller normalement. Et dans ce cadre-là, effectivement, nous sommes sûrs qu'avec les orientations que nous aurons données, en tout cas, la population à la base aura un impact positif sur, en tout cas, les travaux que nous aurons à faire. Vous savez qu'au niveau du ministère des infrastructures, nous avons 4 programmes. Le programme infrastructure routière, le programme pilotage des soutiens, le programme développement des pistes rurales et le programme contrôle de vérité. Donc, dans ce cadre-là, nous sommes obligés, effectivement, de faire une mise au point de tous ces projets que nous sommes en train de mener. Le projet infrastructure routière se compose de 4 grandes actions. L'entretien routier, le développement du réseau routier et urbain, le développement des pistes rurales et le contrôle de qualité. Le projet va mobiliser plus de 98% des investissements du dit ministère.
Les mauvais moments et les épreuves de la vie sont là pour nous rappeler certaines choses auxquelles nous ne faisons pas attention. Des choses très souvent essentielles, mais que nous négligeons par pure vanité. La vie est très simple et elle peut à jamais être belle si nous savons distinguer l'essentiel du futile. Être une bonne personne, c'est ce qui est important dans la vie, à mon avis. Je vous propose d'y réfléchir et on se retrouve demain si Dieu le veut. Bonsoir.